Samedi 8 septembre 2018, les titres de ce journal: de fortes inondations ont été enregistrées à Koumbia, dans la préfecture de Gawal. Les autorités locales sont allées apporter les premiers secours aux sinistrés. Et puis, la première dame de la République signe en Chine des partenariats dans le domaine de l'assistance humanitaire. Adja Diéné Condé envisage également d'autres partenariats en matière d'octroi de bourses aux étudiants guinéens. Également dans ce journal, les échos de la dernière séance d'entraînement du Sili national de Guinée qui affronte demain dimanche au stade du 28 septembre les Fauves de la Centrafrique. Un match qui se jouera au compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. C'était là pour le sommaire. Bonsoir. Merci de préférer la RTG pour vous informer. On commence tout d'abord par vous donner les nouvelles de la sous-préfecture de Koumbia, c'est dans Gawal. La localité vient d'enregistrer de fortes inondations, des pluies diluviennes qui ont causé de nombreux dégâts matériels. Lancé Koulibaly. Des cases et leur contenu emportés, des petits ruminants tués, des champs de riz submergés, c'est le triste bilan de l'inondation suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers temps sur la commune rurale de Koumbia, préfecture de Gawal. Ce sont au total 71 familles des localités touchées qui dorment à la Belle Étoile suite à ce drame. Sitôt informé, le gouverneur de la région administrative de Boké, en compagnie des autorités sanitaires et des services de sécurité de Gawal, s'est rendu dans les secteurs de Kebunya, Ghana et Madina touchés par cette inondation pour consoler les victimes. Il était mieux qu'on vienne pour montrer ces images, pour que la population sache qu'il y a un besoin de solidarité qui urge. Et nous allons le faire le plus rapidement possible pour que ce qui doit être fait soit fait et à temps. Voilà le sens de notre déplacement. Et demain à Noura, il ne faut pas que ces gens restent dans cet état. Ils ont besoin de nous tous. D'abord des autorités, mais surtout de tout le monde. Il y a aujourd'hui les ressortissants de ces localités, partout ailleurs, qui vont voir les images et qui vont réagir. Chacun peut un peu. Prenant un franc et donner à ces gens, ça va les aider. On n'attendra pas tout de l'État, chacun pourra faire ce qu'il peut faire. Dans ces localités, ce qui est vraiment regrettable, les champs ont été inondés. Je prends par exemple dans la commune urbaine. Le pont, l'ancien pont qui servait de liaison entre Gawal et Boké a été complètement inondé. Et les environnants complètement submergés d'eau. Les champs qui longent dans ces parades ont été tous submergés. Et on a même vu des caïmans dans l'eau. Tout ça pour prouver combien de fois l'inondation était vraiment de taille. Face à ce drame, les victimes demandent l'assistance des bonnes volontés. Nous sommes réconfortés par la solidarité spontanée qui est née ici et qui a permis aux uns et aux autres de partager les peines, de partager les bonheurs et de faire en sorte que malgré les difficultés qu'on puisse tenir. Et puis ça a permis aussi à toute cette jeunesse aujourd'hui équipée de téléphones et tout, d'envoyer des images en temps réel quasiment, et ça a permis d'alerter l'opinion nationale, d'alerter les autorités de notre pays. Et nous sommes réconfortés quelque part aujourd'hui de voir les autorités prendre à bras le corps ce qui est sa première responsabilité, secourir et aider la population qui est la sienne. Une délégation du gouvernement est attendue dans les heures qui suivent à Gawal. D'autres secours sont également attendus. À ce propos, justement, la journée mondiale des premiers secours a été célébrée ce 8 septembre ici à Conakry. La Croix-Rouge guinéenne a rassuré quant à son engagement pour l'action humanitaire dans notre pays. Habib Thiam. Face à une mission délicate, comme dans cette crise sociale imaginaire, les soldats de la Croix-Rouge rappellent les gestes qui sauvent. Une expérience renouvelée dans cette journée mondiale des premiers secours avec ses grands défis.
La suite de combat, c'est qu'à chaque ménage qui est un secouriste, que nous parvenions à secourir les différentes victimes, parce que le secours, ce n'est pas seulement en cas d'accident, mais il y a des accidents domestiques aussi. Donc il faudrait qu'à chaque ménage qui est un secouriste qui puisse apporter un geste de premier secours avant que la victime ne soit envoyée à l'hôpital pour une meilleure prise en charge. Conformément au principe de base de Solferino, l'institution nationale travaille sans relâche à une meilleure coordination des actions humanitaires en Guinée. Il y a de cela plus de 34 ans, la Croix-Rouge guinéenne, conformément à son mandat, contribue à sauver des vies et à réduire les souffrances humaines. Pour pérenniser cette mission régalienne, elle renforce de façon continue les capacités de ses volontaires afin d'être plus efficaces sur le terrain lors des situations d'urgence. Grâce à sa grande expérience acquise au travers des formations et ses propres interventions, la Croix-Rouge guinéenne se positionne aujourd'hui au rang des organisations humanitaires incontournables dans le pays. Incontournable, mais aussi et surtout prête à assumer parfaitement sa mission de premier secours en Guinée. D'où le temps de la remobilisation pour la Croix-Rouge guinéenne. Nous, membres du mouvement, devons exprimer notre joie, notre fierté à travers la célébration de cette journée mondiale. Pour la Croix-Rouge guinéenne, cette rencontre nous permettra de regarder dans les rétroviseurs et de réajuster, si nécessaire, nos planifications futures afin de répondre aux besoins urgents de l'humanité et revisiter nos priorités institutionnelles et professionnelles. Nous n'avons pas besoin de permis pour sauver des vies. Tel est le slogan de cette année. Une force éthique que la Croix-Rouge guinéenne met à contribution pour faire entendre toute la portée de son action humanitaire. Sur la question de l'assistance humanitaire, toujours, la première dame de la République, Adja Djene Kondé, vient de sceller des partenariats en Chine avec des donateurs humanitaires. Elle s'est également rendue à l'université de Tignes où des possibilités d'octroi de bourse aux étudiants guinéens ont été envisagées entre les fondateurs de cette université et la fondation Prosmi. Reportage Mangamori Kamara, Maurice Sidibé. Ce dîner est organisé par les donateurs humanitaires au Grand Métronome Park Hôtel de Beijing à l'honneur de la première dame de la République. Au cours de cette rencontre, le chargé des programmes de la Fondation Proxmi a expliqué les domaines d'intervention et les actions menées par la Fondation de la première dame de la République. Ces donateurs et la Fondation Proxmi ont scellé des partenariats dans le domaine de l'assistance humanitaire. Après cette rencontre avec les donateurs, Adja Djene Kondé a échangé aussi avec le groupe Tignes qui évolue dans plusieurs domaines, dont celui de la santé. Ce groupe dispose d'un hôpital de pointe et d'une industrie de pharmacie biomédicale. Les possibilités d'un nouveau partenariat entre les deux parties sont évoquées. Le but de notre visite était de voir leur installation. Ils ont une fondation caritative et comme effectivement nous en avons aussi en Guinée, le but de la visite c'était de nouer des partenariats dans le domaine humanitaire. La visite s'est très bien passée, c'est le domaine humanitaire qui nous intéresse et notamment la construction de notre hôpital pédiatrique. À 3 km de là, Adja Djene Kondé et sa suite ont visité cette université dans la ville de Tignes appartenant au même groupe. Après son ouverture, ce centre universitaire pourrait accueillir plus de 40 000 étudiants en provenance de différents pays, dont 20% du continent. Le PDG a invité son Excellence Madame la Première Dame à l'université de Tignes où elle a eu à planter un arbre. Les deux personnalités se sont engagées pour apporter une aide mutuelle au système éducatif à travers des bourses qui doivent faire l'objet de dons en faveur de la Fondation Prosmi. Nous avons vu le parcours du fondateur et ça sera très intéressant qu'ils viennent en Guinée
voir pourquoi pas faire des partenariats stratégiques avec le ministère de l'Éducation nationale, par exemple, universitaire, et aussi avec le ministère de la Santé dans le domaine médical et pharmaceutique. La dernière étape de la visite de la première dame de la République et sa suite a été celle effectuée au musée de Kroup-Tignès, où les grandes œuvres des anciens responsables sont exposées. Ces différents partenaires ont exprimé le souhait de se rendre à Conakry dans les jours à venir. Consolidation de la paix à présent, le Haut Commissariat aux droits de l'homme présente un nouveau projet au ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, une occasion mise à profit par Général Bourema Condé pour faire des propositions concrètes à cette délégation onusienne. Mohamed Lamine Camara. À travers le Fonds de consolidation pour la paix, un nouveau projet sur la préservation de la paix va bientôt voir le jour en Guinée. À l'image de certains pays de la sous-région comme le Ghana, ce projet innovant a pour objectif de mettre en place des infrastructures pour la paix. L'institution onusienne cible déjà 3 groupes parlementaires et d'autres couches sociales pour l'exécution de la mission. Il consiste, ce projet que nous présentions cet après-midi, à voir dans quelles conditions nous pouvions mettre en place ce qu'on appelle une infrastructure pour la paix. Il s'agit, en concertation avec les acteurs pertinents, d'identifier aussi bien au niveau central ici qu'au niveau des différentes parties du territoire des citoyens suffisamment intègres, reconnus comme tels, disposés également à s'investir dans des initiatives de prévention de conflits. La convergence d'action des acteurs ciblés pour la consolidation de la paix en Guinée est bien appréciée par les autorités en charge de l'administration du territoire. Mais elle propose d'autres pistes de solutions qui visent à renforcer la stratégie du projet. Des propositions que la délégation onusienne entend prendre en compte. Nous sommes venus voir le ministre. Tenant compte de la délicatesse d'une telle initiative, d'un tel projet, nous sommes absolument heureux qu'il nous ait fait des suggestions de très grande qualité, des suggestions extrêmement pertinentes. Et peut-être l'une des premières choses que nous ferons quand nous sortirons de ce bureau, c'est de nous réunir autour des idées qu'il vient d'avoir l'amabilité de partager avec nous et voir comment nous pouvions les intégrer dans le schéma, j'allais dire le brouillon de schéma que nous avions jusqu'ici. Pour la mise en œuvre du projet, plusieurs initiatives sont prévues, notamment des consultations populaires et des ateliers de sensibilisation. Pour ce départ, les villes de Kindia, Mamou, Farana et Kissidougou sont choisies pour accueillir le projet. Forces de défense et de sécurité, après l'élaboration des textes législatifs et réglementaires, l'heure est à la validation des avant-projets conformément à la stratégie nationale d'action prioritaire. Les travaux ont réuni plusieurs acteurs du comité technique sectoriel défense. Reportage sous-lieutenant Fodé Aboubakar Bangoura de la presse militaire. Il a fallu 3 jours d'échange pour les acteurs du comité technique sectoriel défense pour valider l'avant-projet de décret et d'arrêté portant sur les textes législatifs et réglementaires des forces de défense. Ces activités visent à renforcer le cadre juridique régissant les forces de défense. Je voudrais, au terme de l'atelier de validation des avant-projets de décret et d'arrêté régissant les forces de défense, dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité, vous remercier et vous féliciter pour votre engagement et votre participation active aux travaux du présent atelier. J'ose croire que le renforcement du cadre juridique et réglementaire est l'une de vos priorités respectives. Financée par le budget national de développement, cette rencontre d'analyse et de réflexion contribuera au renforcement de la gouvernance au sein des forces armées guinéennes. Je suis certain que les hauts cadres civils et militaires mobilisés à l'occasion permettront à la sortie de cet atelier d'avoir des projets de loi, de décrets et d'arrêtés explicites et précis qui prennent en compte les préoccupations des militaires, car le contrôle civil et démocratique commence avec vous à travers ces textes. Conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République,
sur la réforme du secteur de sécurité et en exécution des activités inscrites dans la SNAP 2017, vous êtes investi pour la validation des projets de texte. Ainsi, vous avez abouti à des résultats qui permettront de renforcer la discipline au sein des forces de défense et contribuer à la meilleure qualification du personnel militaire. Après l'adoption et présentation du document final, ces textes d'application seront soumis aux autorités compétentes pour leur homologation. Autre sujet, l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité avec des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. C'est l'un des défis des ODD, Objectifs de développement durable. Qu'en est-il aujourd'hui? Ce 8 septembre, journée internationale de l'alphabétisation, les pouvoirs publics et privés guinéens ont fait le bilan de leurs actions. Un des acquis, l'enseignement de l'alphabet Nko pour qu'une grande partie de la population sache lire, écrire et compter. Bernard Tonguino. La Guinée fait du chemin dans la lutte contre l'analphabétisme. Grâce à la libéralisation du secteur éducatif, plusieurs centres d'alphabétisation sont ouverts à travers le pays. À Conakry, le centre d'enseignement de l'alphabet Adlam s'illustre dans la formation des adultes et enfants à la lecture et l'écriture en langue nationale poulard. J'ai appris l'alphabet Adlam. Aujourd'hui, je sais lire et écrire. J'enseigne aussi cet alphabet aux autres. Le poulard est ma langue maternelle. J'ai appris à parler dès mon enfance. Aujourd'hui, grâce à l'Adlam, je sais lire, je sais écrire, je sais compter dans ma propre langue. À l'occasion de ce 8 septembre, journée mondiale de l'alphabétisation, les promoteurs de l'alphabet Adlam se réjouissent des acquis enregistrés. Des unités d'apprentissage créées autour de cet alphabet, inventé en 1989 par 2 jeunes Guinéens, constituent de véritables écoles de seconde chance pour de nombreux citoyens. Aujourd'hui, nous sommes présents à Conakry, ici, dans les 5 communes de la capitale. Adlam est présent dans les 4 régions naturelles de la Guinée. Aujourd'hui, nous avons des enfants, nous formons des enfants, nous formons des jeunes, nous formons des adultes. En même temps, nous formons des quinquagénaires et des vieux, parce que nous avons tous, ces catégories de personnes sont aujourd'hui formées par Adlam aujourd'hui. Des gens qui n'ont jamais été à l'école, par exemple des vieux, qui aujourd'hui savent lire et écrire et qui lisent le journal et qui utilisent leur téléphone portable pour pouvoir, n'est-ce pas, s'informer, pour pouvoir, n'est-ce pas, écrire des textes, pour pouvoir, n'est-ce pas, enregistrer des numéros dans leur téléphone à partir des écritures Adlam. Donc c'est une avancée vraiment majeure qu'on remercie Allah le Tout-Puissant de nous avoir doté cette écriture Adlam. Autre initiative d'alphabétisation, la promotion de l'alphabet Nko. Depuis des décennies, cette autre forme d'écriture permet aux couches non lettrées d'apprendre à lire et à écrire en langue locale. Aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses à travers de l'alphabet Nko que je n'ai pas pu comprendre durant les années que j'ai fait à l'école des autres langues. Donc, ce qui m'a impressionné du plus, moi je suis chauffeur de profession de poids lourd. Bon, j'ai lu la colle de route en français avec un formateur depuis en 2002. Mais depuis que j'ai vu pour la première fois le livre de la colle de route en Nko, j'ai essayé d'étudier ça avec un professeur de Nko. J'ai compris ce que je ne pouvais pas comprendre avec les autres en français. La promotion de l'Adlam, inventée par Ibrahima et Alpha, et du Nko, créée par Souleymane Kanté, viennent renforcer la politique nationale de lutte contre l'analphabétisme. Pendant ces temps, le taux d'analphabètes est encore à 65%, selon le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Et puis, à la veille de la nouvelle rentrée universitaire, pas de répit pour les institutions d'enseignement supérieur. L'université franco-arabe Ali Mar, par exemple, met le bouchée double. Cette université est située à Imbaya-Faban, dans la commune de Ratoma. Elle propose aux étudiants de nouvelles formations professionnalisantes avec de nouvelles filières capables de booster le système éducatif guinéen. Djamo Kaba nous signe ce publi reportage.
Dans tous les établissements d'enseignement supérieur, la rentrée universitaire se prépare. À Imbaya Faban, un nouveau défi se dévoile à l'université Al-Imar. Un défi de la langue arabe qui montre la nécessité de répondre à d'autres aspirations profondes des étudiants. Dans cette perspective, des outils informatiques sont installés et une bibliothèque pour satisfaire au goût des apprenants. C'est former les fils de la Guinée pour servir la Guinée aussi. Donc c'est des activités éducatives et des activités aussi sociales. Nous avons élaboré un plan pour l'année universitaire qui viendra pour organiser des conférences débats, comme je les ai dit, avec des partenariats comme le secrétaire général des affaires religieuses et aussi avec les universités en place comme Symphonia et comme les autres universités privées. Plus de 900 étudiants sont formés dans cet établissement depuis sa création en 2006. En plus de ces filières universitaires, l'institution propose cette année de nouvelles options professionnelles pour élargir son centre de formation. De nouvelles offres de formation en finance islamique, informatique, MIAGE, logistique et transport viennent répondre aux nouveaux besoins du marché de l'emploi. L'objectif, c'est quoi? C'est de venir se former. Par exemple, les nouvelles filières comme la finance islamique. Vous savez, depuis la crise financière en 2008, la finance islamique, la finance solidaire et la microfinance ont été les outils pour résoudre la crise. Donc nous aimerions que les étudiants qui viennent étudier ici puissent avoir des connaissances suffisantes pour pouvoir travailler dans les organismes qui évoluent dans la microfinance, dans la finance islamique et surtout dans la finance solidaire. Outre l'offre de formation, plusieurs axes de réflexion sont envisagés par les responsables d'Al-Imar dans l'avenir. La création des cours de master en islamologie et en solidarité internationale sont parmi les priorités. Le citoyen est un maillon plus qu'important à l'unité nationale et à la démocratie. Là-dessus, un projet intitulé Apprentis citoyens est en cours d'exécution. Un projet d'éducation à la démocratisation et à la citoyenneté en Guinée. C'est une initiative de certains historiens nationaux tels que Djibril Tamsir Niane. Ils expliquent aux citoyens le rôle qu'avaient joué les résistants guinéens dans le renforcement de l'unité nationale. Younoussa Tawel Kamara. Contribuer à l'unité nationale et au renforcement de la cohésion sociale à travers l'histoire de la Guinée. C'est la stratégie mise en place par certains historiens guinéens. Avec le projet intitulé Apprentis citoyens, les initiateurs entendent rappeler le rôle joué par les résistants guinéens dans la consolidation de l'unité nationale. Je pense que l'esclavage, comme je l'ai dit, est un phénomène qui intéresse tous les Guinéens, de tous les âges, de toutes les ethnies, de toutes les régions, pouvoir l'aborder comme il se doit, c'est-à-dire le faire connaître, le faire connaître et le discuter de façon objective, c'est contribuer au renforcement du tissu social en Guinée. C'est contribuer à renforcer le dialogue entre les Guinéens. Apprentis citoyens est un projet d'éducation à la démocratie et à la citoyenneté en Guinée. Une contribution pour la paix et la cohésion sociale dans le pays. Je pense que le développement de la nation, connaître son passé passe nécessairement par là. Il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va, et bien manier son histoire fait partie donc de ce processus de développement. Et dans l'histoire, on trouve des éléments qui nous permettent tout simplement de mieux appréhender le présent et de ne pas refaire les erreurs du passé. Les 5 communes de la capitale et certaines villes de l'intérieur du pays sont visées par ce projet. Un projet qui va permettre aux citoyens de connaître l'histoire de la Guinée. Ocean Cleanup, entendez nettoyage des océans, est un projet de barrière flottante dont le but est de ramasser le maximum de déchets en plastique dans les océans. Il est initié par un jeune néerlandais. Il a démarré ce samedi même à San Francisco dans l'océan Pacifique. C'est le premier élément de l'actualité internationale commenté par Isidore Gunona Nanamu de Tunkarata. Suivez. Nettoyer les océans en y ramassant un maximum de déchets en plastique.
C'est le but des barrières flottantes du projet Ocean Cleanup mené par un jeune néerlandais. Ces barrières flottantes ont démarré leur périple dans l'océan Pacifique ce samedi à San Francisco. Au Brésil, hier, des défilés militaires ont eu lieu dans tout le pays pour célébrer la fête de l'indépendance. Le député d'extrême droite Bolsonaro, favori du premier tour de la présidentielle et ancien militaire, était le grand absent de l'événement après l'attaque à l'arme blanche dont il a été victime. Interrogé par des confrères de l'AFP, des Brésiliens de Rio réagissent à cette absence et l'impact potentiel de cette agression sur la présidentielle. À Chemnitz, en Allemagne, des demandeurs d'asile sont soupçonnés d'avoir tué un Allemand à l'arme blanche. Des manifestations contre cet assassinat paralysent depuis maintenant 2 jours la vie dans cette ville, dans l'est de l'Allemagne. Alors que le patron du renseignement intérieur allemand a mis en doute l'existence de chasse aux étrangers, contredisant et embarrassant la chancelière Angela Merkel. Après une longue période d'absence sur la scène publique américaine, l'ancien président américain Barack Obama est sorti de son silence vendredi dernier. Dans un discours passionné tenu dans l'Illinois, Barack Obama a fustigé le mutisme des républicains face à la politique de Donald Trump, une façon de mobiliser les démocrates à l'approche des élections législatives. On enchaîne avec cette actualité sportive. Le Sili national de Guinée joue demain dimanche 9 septembre contre les Fauves de la République centrafricaine. Ce sera au stade du 28 septembre bien sûr. C'est au compte de la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2019 devant se jouer au Cameroun. En prélude à ce match, l'équipe a fait hier vendredi sa dernière séance d'entraînement devant ses supporters pendant que l'entraîneur centrafricain, lui, tenait une conférence de presse à la Fédération guinéenne de football. Les Échos, c'est avec Kadiatou Traoré. À peine revenu de son stage de 6 jours du Maroc, le Sili national de Guinée a retrouvé le rectangle vert du stade 28 septembre ce vendredi soir devant un public venu lui apporter son soutien inconditionnel pour ce match de la 2e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019 prévu ce dimanche face à la République centrafricaine. Ce qui nous importe un peu, c'est le rectangle vert. Si dès que les arbitres nous diront que voilà, on peut jouer, nous on est prêt à tout ça. Même s'il pleut et qu'il neige ou pas, nous, dès que le coup d'envoi est donné, on sera là pour donner 100%. Non, on n'a pas de pression parce qu'on a fait des bons entraînements, un bon stage au Maroc. Je pense qu'il n'y a pas de pression du tout. Il n'y a pas de pression. Tout le monde est motivé. Vous voyez, non, au début des entraînements, on salue le public. Tout le monde est content en fait, d'être là. De l'autre côté, les Fauves de la Centrafrique qui ont rallié Conakry le jeudi dernier en provenance de Dakar, où ils ont effectué leur mise au vert. Pour cette équipe, la qualification pour la CAN passe forcément par cette rencontre de Conakry. Tout en respectant l'adversaire, les Fauves comptent faire une bonne prestation ici à Conakry dimanche. Je pense que ça va être une bagarre âpre où les Guinéens vont vouloir évidemment mettre une grosse pression, gagner ce match pour pouvoir vraiment prendre une bonne distance au classement. Voilà, donc un match vraiment je pense, de très bon niveau, mais qui va jouer beaucoup à l'envie et à l'équipe qui aura le plus donné physiquement. À mon avis, ce sera celle qui va sortir vainqueur. Ouais, si les deux équipes sont très proches au niveau physique et au niveau engagement, on aura sans doute un match assez équilibré. L'apport du 12e homme sera indispensable lors de ce match. C'est la solidarité qui gagne. Il faut qu'on soit solidaire, c'est-à-dire joueurs, techniciens, public, tout le monde dans une communion pour la victoire. Dans cette poule H, composée de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Rwanda et de la République centrafricaine, le Sili de Guinée et les Fauves de la Centrafrique sont en tête avec 3 points chacun. Le match de ce dimanche est prévu à 16h30 au stade le 28 septembre. Avant de terminer, les productions CPP informent tous les enfants et parents que la production du méga show télévisé Fitini Music Show est reportée pour des raisons techniques. Le lancement de l'émission qui devait avoir lieu
demain au Palais du Peuple est reporté au dimanche prochain, 16 septembre. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir accordé votre attention. L'info continue sur le www.rtgcoloma.info. Je vous retrouve demain à la même heure. Bonne soirée à tous.